Entre le 23 et le 31 mars 1945, les hommes du 13e bataillon de chasseurs alpins ont participé à une offensive destinée à chasser l'ennemi italo-allemand du col du Petit Saint-Bernard. Pour ces jeunes Français, il ne s'agissait pas seulement d'une opération de guerre, mais bel et bien d'une revanche après la victoire volée aux troupes alpines françaises au début de l'été 1940. Près de 5 années après la première bataille des Alpes, un deuxième affrontement a donc débuté dans les paysages grandioses de la Tarentaise. Les montagnards du 13e BCA y ont joué un rôle primordial en remportant une victoire acquise au prix du sang. 80 ans après les événements, les chasseurs d'une compagnie du 13e BCA vont marcher dans les pas de leurs aînés. Historien et journaliste, j'ai suivi ces soldats d'exception. J'ai observé leurs manœuvres en haute montagne. Je demande le vert action. J'ai recueilli des témoignages. L'espérance, c'est vraiment quelque chose que le soldat français a chevillé au corps, je pense. Pour illustrer les conditions des combats, nous avons pu utiliser les archives inédites du film Tempête sur les Alpes, du cinéaste, photographe et alpiniste Marcel Ichac. Des images exceptionnelles tournées en Haute-Maurienne et dans le massif du Mont-Blanc au printemps 1945. Une compagnie du 13e BCA a reconstitué pour moi toutes les phases des combats de leurs aînés. Avec eux, grâce à eux, j'ai compris ce qui s'est réellement passé dans les Alpes au printemps 1945. J'ai pu rendre hommage à des soldats de 20 ans, souvent issus des mouvements de résistance, motivés par la volonté sans borne de voir leur patrie libérée du joug des envahisseurs allemands et italiens. Une bataille primordiale dont l'impact politique et diplomatique a été essentiel à la reconstruction de la France, la seconde bataille des Alpes. Donc ce canon, les gars, c'est un canon de 75 mm italien de montagne. Donc il a été découvert et neutralisé donc, le 27 mars 1945 pendant les combats du Roc Noir. C'était un détachement du lieutenant Desserteau qui était parti avec une section de la 4e compagnie et une section d'éclaireurs skieurs. Et donc ils étaient montés sur les hauteurs du Mont Valaisan et en redescendant sur la ligne d'arête en direction de la Redoute ruinée. Donc ils sont tombés sur un détachement italien avec ce canon-là. Et donc ils ont capturé les servants et neutralisé le canon. 80 ans après, donc on va rejouer la même manœuvre en arrivant par le même itinéraire pour s'emparer de la Redoute ruinée et rejouer donc cette manœuvre avec les moyens qu'on utilise aujourd'hui. Été 1944. Les troupes alpines françaises sont installées en dispositif de couverture dans les Alpes. Face à elles, les Italiens et les Allemands qui occupent les cols et toute la partie nord-est du département des Alpes-Maritimes. Après le débarquement en Provence de la mi-août 1944, les Alliés ont progressé rapidement vers le nord. Les Allemands se sont alors repliés sur les crêtes et cols alpins à la frontière avec l'Italie afin d'éviter que la retraite probable des troupes allemandes ne soit coupée. À la mi-septembre 1944, les Français ont progressé dans la vallée de la Maurienne et jusqu'à Modane. À la fin du mois d'octobre, le bataillon de Savoie, futur 13e BCA, dirigé par le commandant Héritier, s'installe en Haute-Tarentaise, à la Rosière très exactement, juste au-dessous de la Redoute ruinée et du Roc Noir, qui surplombe et garde le col du Petit Saint-Bernard. Dès la fin 1944, le général de Gaulle souhaite que les forces françaises des Alpes obtiennent des gains territoriaux qui permettraient au gouvernement français de rectifier la frontière franco-italienne établie en 1860. L'idée est simple. Alors que les Américains progressent en Italie, les Français devront profiter d'une offensive lancée au printemps 1945 pour créer une ou plusieurs micro-zones d'occupation sur le territoire italien qui serviront de monnaie d'échange lors des négociations de paix. Mais dans les Alpes,
L'hiver 1944-1945 est particulièrement rude. La neige est tombée très tôt et les températures sont plus que rigoureuses, véritablement glaciales. Les crêtes ne sont franchies que par de petits groupes de montagnards chevronnés, Alpini, Gebirgsjäger de la 5e division, éclaireurs skieurs et petites unités de partisans italiens. Le 1er janvier 1945, le 13e BCA est recréé à Chasles-les-Eaux, de la fusion des maquis de Savoie et de Maurienne. Le 1er mars 1945, le 13, est intégré à une toute nouvelle force alpine, le détachement d'armée des Alpes, composé de la 5e et de la 7e demi-brigade de chasseurs alpins. Leur maître était une petite fille lorsqu'elle vit pour la première fois les jeunes combattants français dans son village de Montvalaisan. Ces premiers libérateurs furent les FFI et FTP, regroupés plus tard en armée régulière. Nos jeunes furent regroupés au 7e BCA. Les soldats qui étaient chez nous étaient du 13e BCA. Tous savoyards d'un même cœur. Parmi eux, un enfant de troupe de 16 ans, enfant de l'assistance publique. Il avait pris le maquis à 14 ans. Par l'âge, il n'était pas de beaucoup notre aîné. Mais il avait vu tant d'horreurs. Il savait de la vie et de la mort tant de choses ignorées de nous, qui nous inspiraient une grande admiration, mêlée de crainte. Ce sont eux qui eurent la lourde tâche de débarrasser notre sol de l'occupant. À propos des hommes qu'il commandait au bataillon de Savoie, puis au 13e BCA, le commandant héritier déclarera en 2012 : les hommes du bataillon Savoie étaient tous des volontaires, des jeunes gens à l'enthousiasme formidable qui répondaient présents à l'appel de l'armée des Alpes et avaient décidé de s'engager pour la durée de la guerre. Beaucoup étaient issus de l'armée secrète ou arrivaient des francs-tireurs partisans, sans même avoir pris le temps de repasser voir leur famille. Des clans respectifs que tout semblait opposer, mais dont l'amalgame s'est fait en quelques jours tant leur envie d'en découdre était forte. Quand nous avons fusionné avec le bataillon Maurienne, suite à sa dissolution, j'ai retrouvé cette même flamme dans la volonté d'action. Tous, derrière le fanion du bataillon, voulaient gagner la guerre, et ils ont fait ce qu'on leur a demandé sans se poser de questions. J'ajouterai que pour certains, les combats du Roc Noir ont été le baptême du feu. Le colonel Lespinasse est le chef de corps du 13e BCA. Mon colonel, quelle importance ont les combats du Roc Noir pour le 13e bataillon de chasseurs alpins? Alors c'est les combats d'une importance capitale, puisque c'est un fait de guerre majeur participant à la libération des cols alpins, cols qui étaient encore tenus en début de printemps 1945, alors que le débarquement de Provence était déjà une réalité en août 1944. Donc c'est un fait majeur de l'histoire, ayant permis de mettre un terme à la défense des forces de l'Axe sur le sanctuaire national. Et puis en termes de tradition et de mémoire, ça a une importance capitale encore aujourd'hui. Ça résonne du fait des faits d'armes de nos anciens, les citations obtenues, leur courage, leur héroïsme, qui fait toujours écho au quotidien dans notre manière de vivre, si j'ose dire, puisqu'on transmet ça à nos jeunes cadres et engagés qui servent au 13e BCA, et c'est une vraie page d'histoire vivante. Mais à l'hiver 1944-1945, le détachement d'armée des Alpes manque de tout. Car à cette époque, l'action principale se déroule en Alsace, où la 2e DB et la 1re armée française se battent pour arracher Strasbourg et sa région des griffes allemandes. Le général Paul-André Doyen décrit le dénuement des troupes alpines qui n'ont ni équipement ni ravitaillement américain. La guerre dans les Alpes ne constitue pas alors une priorité pour les Alliés. Il constate: l'importance et la valeur de l'encadrement d'actifs avaient permis de surmonter bien des difficultés. Mais l'immense bonne volonté de tous et leur ardent désir de combattre n'empêchaient pas le manque de matériel de se faire gravement sentir. Les hommes du 13e BCA sont commandés par des officiers et sous-officiers de valeur, dont le point commun est qu'ils ne se sont jamais résignés à l'idée de la défaite. Le capitaine Alexis
officier tradition du 13e BCA, connaît bien l'histoire de son bataillon. Mon capitaine, qui sont les hommes qui commandent le 13e BCA en 1945 ? D'où viennent-ils ? Le 1er janvier 1945, le 13e BCA a été reconstitué. Donc c'est un amalgame de différentes unités des forces françaises de l'intérieur, dont des anciens militaires du 13e BCA qui avaient été reconstitués en 1940 dans le cadre de l'armée d'armistice et qui en novembre 1942, donc quand le 13 a été redissous à cette époque-là, ont basculé en partie dans la résistance. Donc par exemple, on retrouve le chef de bataillon héritier qui commande le 13e BCA, était le commandant de la première compagnie du 13, justement dans le cadre de l'armée d'armistice. On retrouve également le lieutenant Desserteau, donc qui lui était ici au 70e BAF et donc est sorti victorieux de la redoute ruinée en juillet 1940. Donc ça, c'est la partie armée secrète. Dans l'autre partie, dans cet amalgame, on retrouve aussi des francs-tireurs partisans. Donc par exemple, la première compagnie du 13e BCA au 1er janvier 1945, c'est le capitaine Calderini, qui lui est un FTP, et on a également le capitaine Maspero de la 3e compagnie. On a bien amalgamé tous ces différents mouvements de la résistance qui avaient un but commun, c'était de chasser les Allemands hors de France. Le 17 mars 1945, le général Doyen, commandant du détachement d'armée des Alpes, reçoit l'ordre de lancer 4 opérations visant à chasser les troupes ennemies des positions qu'elles occupent et de s'emparer des grands cols. Ces ordres sont approuvés par le général Devers, commandant du 6e groupe d'armées américain auquel le détachement d'armée des Alpes est subordonné. Mais si les Français pourront tenter de s'emparer de positions très précises, ils ne pourront théoriquement pas franchir la frontière avec l'Italie. 3 opérations, prévues en avril, auront pour objectif de dégager le col du Mont Cenis, le massif de l'Authion et le col de Tende, et le col de l'Arche. Mais la toute première opération, impliquant le 13e, le 7e et le 27e BCA, consistera à tenter de dégager le col du Petit Saint-Bernard dès le mois de mars 1945. Une mission délicate, préparée dès la fin d'année 1944, car les Français vont monter à l'assaut des positions ennemies. Les militaires du 13, mais également les bataillons frères du 7e bataillon de chasseurs alpins et du 27e bataillon de chasseurs alpins, commencent dès décembre 1944, dans le vallon de la Louis-Blanche, un vallon qui est au nord du hameau de Sainte-Foy-Tarentaise, des opérations qu'on qualifie aujourd'hui de modelage, c'est-à-dire des reconnaissances par les sections d'éclaireurs-skieurs et une volonté de cerner le dispositif ennemi. C'est donc une réelle difficulté tactique. C'est un problème tactique majeur. Le principe de combat en montagne, de tenir les hauts pour pouvoir ensuite progresser par les bas, il n'est pas du tout acquis. Et on a face à nous des forces de l'Axe qui sont sur des positions fortifiées en hauteur avec des possibilités d'observation et de tir. Et donc ce qui se passe, c'est que c'est une véritable opération tactique où on a le primat du collectif, plusieurs bataillons qui font en corps ensemble, certains font des diversions et c'est le 13 qui est désigné pour s'emparer de la position dominante, le Roc Noir. Pendant que le 7e et le 27e lanceront des opérations de diversion, le 13e BCA devra s'emparer de la crête dominant la vallée du Petit Saint-Bernard. Cette crête descend du mont Valaisan en passant par le fort de la Redoute ruinée et le col des Embrasures et se termine 600 mètres au sud par un gros rocher, le Roc Noir, culminant à 2342 mètres d'altitude et surplombant Bourg-Saint-Maurice. La contrepente est organisée avec des emplacements bétonnés. Les avant-postes français occupent quant à eux le lieu dit le Plan du Repos, dans la combe des Moulins. Cette longue crête est donc l'objectif. C'est la clé du col du Petit Saint-Bernard. À la mi-mars 1945, pour les soldats français, c'est un peu une veillée d'armes. Nombreux sont ceux qui pensent que l'offensive va leur donner l'occasion de se venger des agresseurs de 1940. C'est-à-dire des Italiens. C'est notamment vrai pour les hommes nés en Haute-Tarentaise, qui sont particulièrement remontés contre l'envahisseur. Un lieu concentre tout leur regard, le fort de la Redoute ruinée. Mon capitaine, quelle est l'importance de la Redoute ruinée que nous avons là, dans l'imaginaire collectif et dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ? Quand l'Italie entre en guerre le 10 juin 1940 pour mettre un pied à la table des négociations, donc l'équipage de la Redoute ruinée, elle va s'opposer aux Italiens qui essayent de franchir le col qui se trouve en contrebas. Donc les Italiens vont se casser les dents sur cet édifice et n'arriveront pas à franchir.
Finalement, c'est un symbole au mois de juillet 1940, mais pourquoi est-ce que c'est devenu un symbole au printemps 1945 ? Elle est également un symbole en 1945 parce que cette fois-ci, elle est tenue par les Allemands. Et donc en mars 1945, avec la fin de la guerre qui approche, il y a une volonté politique, militaire de faire effort sur cet édifice pour le libérer et libérer le territoire national pour pouvoir ensuite basculer sur l'Italie. C'est là qu'en 1945, les jeunes chasseurs alpins du 13e BCA ont écrit l'histoire de leur bataillon. C'est aussi ici que leurs héritiers vont, 80 ans après les combats, effectuer une manœuvre d'envergure. Ok, donc début du rehearsal, donc l'articulation sous GTIA, donc on a 10, 20, 30, Mike Oscar, Delta et Spartan. Donc présentation de la caisse à sable. Capitaine, messieurs, la présentation de la caisse à sable. Donc la caisse à sable est orientée au nord, dans cette direction. La distance, il y a 5 km de profondeur pour 2,5 km de largeur. Au niveau des axes, on a un axe routier à l'ouest de notre fuseau, donc qui va jusqu'au col du Petit Saint-Bernard, ici, qui est la fin d'action du GTIA. Au niveau du relief, le gros point particulier de la zone de manœuvre, c'est toute la ligne de crête qui part du Roc Noir, axe sud-nord, et qui va jusqu'à la Redoute Ruinée et la tête de l'âne, au-dessus du col de la Traversette. Quelles sont les contraintes d'une troupe qui attaque de bas en haut ? Alors c'est très compliqué d'attaquer, de monter à l'assaut de bas en haut. On essaye de l'éviter toutes les fois qu'on peut. Déjà, on prend le risque d'être sous les yeux et sous le feu de l'ennemi. Ensuite, c'est très difficile d'avancer en sûreté parce que très vite, en fait, avec l'effort, avec le poids des équipements, le terrain peut être technique qui impose de regarder ses pieds. Donc c'est quand même vraiment quelque chose qui est difficile et on n'aime pas mettre nos chasseurs dans cette situation-là de devoir attaquer du bas vers le haut. Et donc la saisie d'un objectif va toujours être précédée de la saisie d'un point d'appui qui est plus haut. Alors si on peut donner l'assaut de haut en bas, c'est mieux. Mais dans tous les cas, avec ce point d'appui qui est haut, on va observer et on va essayer au maximum de détruire l'ennemi qui est présent sur position pour éviter qu'il puisse ouvrir le feu sur l'unité amie qui manœuvre. Et puis aussi, on va chercher à distraire l'ennemi voilà, pour pas qu'il puisse mettre son effort, concentrer son effort sur la troupe qui manœuvre en dessous de lui. Ok, Spartan, présentation de la caisse réduite. Mon capitaine, messieurs, donc présentation du zoom de la zone d'action en termes de profondeur et de largeur, donc 500 mètres de front sur 200 mètres de largeur. Le nord est représenté par la flèche rouge, donc la caisse à sable n'est pas orientée. En termes de mouvement de terrain, donc on a le Chardonnay, ici le col de la Traversette, les différents chalets donc aux abords de l'objectif. Donc conforme au baptême terrain, l'objectif Oscar pour tout le monde. Vous avez les dimensions du fort, donc 120 mètres et 50 mètres de large. Représenté par la drisse verte, donc les pistes de ski qui bordent le fort. Le télésiège ici, l'arrivée du télésiège. Les points d'entrée, donc le point d'entrée principal du fort, donc la rampe à ce niveau-là. Le point d'entrée qui a été choisi, donc la P1, une fois que le cordon est mis en place par Vervins, l'ouverture au niveau du rez-de-chaussée et si défavorable, en P2, ce sera un accès par le toit, donc soit grappin ou échelle télescopique. Okay. J'en ai fini, vous avez des questions? Non, j'en ai fini mon capitaine. Dans son quartier général de Montvalaisan, à partir de la mi-mars, le commandant héritier organise son plan d'attaque. La section d'éclaireurs-skieurs du lieutenant Lissner et la section du sergent-chef Chevassu de la 3e compagnie vont tenter d'enlever par surprise le Roc Noir et la Redoute Ruinée, soutenus par la section Mortier du lieutenant Désir. Le 23 mars, l'artillerie et les mortiers ouvrent le feu sur le Roc Noir, le col des Embrasures et la Redoute Ruinée. Les Allemands, surpris par ce pilonnage, se terrent dans les tranchées et les abris.
À 7 heures, 2 sections de chasseurs, commandées par le capitaine Gégou, progressent vers les tranchées ennemies. Rapidement, les Allemands se ressaisissent et depuis leur position dominante, ouvrent le feu. Les assaillants parviennent pourtant à s'approcher. Des grenades volent dans tous les sens. Le lieutenant Lissner entraîne ses éclaireurs. Ils prennent pied dans le dispositif ennemi. La progression est de plus en plus difficile. 4 éclaireurs skieurs sont déjà blessés. La section Chevassu met CFM en batterie. À bout de force et de munitions, 14 Gebirgsjäger, dont un Feldwebel, se rendent et sont rapidement évacués à l'arrière. Après ce premier succès, les chasseurs du 13e BCA veulent s'emparer de toutes les positions situées sur le Roc Noir, notamment son point culminant à 2342 mètres. Mais une mitrailleuse MG42, servie par quelques hommes, bloque toute progression. Les munitions commencent à manquer. Poursuivre l'attaque devient impossible. Les chasseurs occupent les positions conquises. Vers 16 heures, les 2 sections sont relevées et peuvent descendre au repos à la Rosière. Les gars, situation, les GCM ont éclairé l'ensemble de l'itinéraire. Ils sont actuellement en train de finir l'équipement de passage et de finir la mise en place de l'appui. Mission inchangée par rapport aux ordres. 21, tu reconnais l'itinéraire éclairé par les GCM. Tu es appuyé dans ta progression par 22, 30 mètres derrière. Et 23, tu fermes la marche et tu appuies par le mouvement l'ensemble de la section si on est prêt à partir. Nora et Sylvain, pour moi, en mesure de débuter ma progression sur l'itinéraire éclairé par le GCM. Est-ce qu'il y a une spécificité des troupes de montagne par rapport à d'autres régiments d'infanterie? Donc c'est vrai que nos chasseurs alpins, par rapport à des fantassins d'autres régiments d'infanterie, vont avoir des spécificités, des compétences qui vont leur permettre d'évoluer en montagne et de savoir combattre en montagne, en été, en hiver, savoir utiliser ses skis, savoir utiliser ses crampons, poser ce qu'on appelle un équipement de passage, donc une corde fixe en fait pour franchir un obstacle vertical. Et donc il y a une accoutumance au dénivelé, aux cailloux qui roulent. C'est important d'avoir aussi le pied alpin, le pied montagnard. Et à pouvoir ne pas subir le milieu en montagne pour combattre en montagne. Je suis en appui à partir de mes positions. Je demande déclenchement de Tango 0 unité. Bien pris en compte votre demande. Mike Oscar. Mike Oscar, êtes-vous en mesure de déclencher Tango 0 en profit de... Mike Oscar, correct, en surveillance sur le terrain. Pour Mike Oscar, je valide le déclenchement. Tango 01 pour bon en avant. 2 obus à la pièce. P1, 2 obus à la pièce, charge 4. L'appui mortier, c'est quelque chose qui est très important pour nous et qu'on va utiliser chaque fois qu'on peut le faire. Le mortier, c'est une pièce d'artillerie qui est plutôt rustique et qui est plutôt adaptée pour l'appui en montagne. C'est très important de chercher avec l'appui de tout de suite réduire le potentiel de l'ennemi, notamment quand il tient une position haute. Et donc, faire baisser la tête d'une certaine manière.
voilà, le détruire ou au minimum le faire baisser la tête et l'empêcher d'être pleinement opérationnel et de pouvoir faire tout ce qu'il veut. Premier coup parti, reste un obus à la pièce. Alors que ces hommes sont stoppés dans leur élan, le commandant Héritier considère qu'il faut poursuivre l'assaut avant que l'ennemi ne soit réorganisé et renforcé. Il décide de tenter un coup de main. La SES poursuivra donc son action dès le 26 mars. Les objectifs ? Le sommet du Roc Noir et le col des Embrasures, situés à 150 mètres de la position française nouvellement conquise. Face aux Français, une mitrailleuse lourde sur le Roc Noir, les armes automatiques du col des Embrasures et 2 mortiers sur la redoute ruinée. La section d'éclaireurs-skieurs attaque dans la nuit du 25 au 26 mars 1945, mais les Allemands sont sur leur garde. L'effet de surprise ne jouera pas. Le sergent Vincent D, les sergents-chefs Mort et Espoto sont blessés, volés et tués d'une balle en pleine poitrine. Le repli est ordonné. Le sergent-chef Filiol est alors atteint par une balle dans le dos. Le tireur FM couvre le décrochage par de courtes rafales. Les chasseurs, qui sont légèrement atteints, doivent se débrouiller par eux-mêmes. Le commandant Héritier avait reçu l'ordre de lancer une nouvelle offensive de grande envergure pour le 27 mars. CDU, je les ramène au QG. On va devoir réorganiser notre assaut sur le Roc Nord. Un avion Piper Cub est mis à la disposition du groupement pour observer et transmettre le résultat des tirs d'artillerie. Le commandant Héritier organise son dispositif d'attaque dans la Combe des Moulins en 3 groupements. À l'est, sous les ordres du lieutenant Desserteau, la SES Chapaz de la 5e demi-brigade et la section Maïs devront, en partant du plan Pigeux, atteindre la crête entre le Mont Valaisan et la redoute ruinée, puis redescendre ensuite sur le fort pour tourner la défense à l'est. Au centre de la Combe des Moulins, le capitaine Gégou, à la tête d'un détachement composé de la SES et de la section Chevassu, essaiera d'atteindre la redoute ruinée. Le capitaine Charve, commandant d'un 2e détachement, tentera de s'emparer du point côté 2413. Enfin, à l'ouest, la première compagnie du capitaine Calderini, renforcée par la section du lieutenant Gauthier, tentera avec ses hommes de s'emparer du Roc Noir. Ils seront appuyés par les mortiers de la section Désir. À minuit et demi, la section d'éclaireurs-skieurs de Chapaz et la section Maïs partent en raquette du plan Pigeux en direction du Mont Valaisan. La progression est difficile, car elle s'effectue dans un épais brouillard. Vers 6 heures, le commandant Héritier informe Desserteau qu'en raison des conditions atmosphériques, l'heure H est reportée d'1 heure. Les 2 sections se séparent. Au lever du jour, la SES Chapaz atteint la côte 2644. Juste en dessous, à une trentaine de mètres en contrebas, le lieutenant Desserteau aperçoit une baraque où il capture 14 prisonniers italiens et un canon de montagne. Mais que se passe-t-il pour les autres groupements progressant au centre et à l'ouest? Au centre, Gégou et ses hommes se sont heurtés dès le départ à un épais brouillard. Quand le jour s'est levé, les chasseurs se trouvant à découvert, très en dessous de la redoute ruinée, ont été pris à partie par les mortiers allemands et ont dû se terrer sur place. Le capitaine Charve est également en échec. Tous les espoirs de réussite reposent désormais sur le groupement du capitaine Calderini. Devant le Roc Noir,
La première compagnie du capitaine Calderini, renforcée de la section Gautier de la 4e compagnie, s'était tenue prête à partir à l'assaut. À 7h30, l'artillerie avait ouvert le feu malgré un épais brouillard. Une demi-heure plus tard, à la faveur d'une éclaircie, l'attaque était lancée. La section Gautier avait été immédiatement prise sous le feu des armes automatiques ennemies. De nombreux hommes étaient plus ou moins gravement atteints. Les Français sont finalement obligés de se replier sur les positions de départ. Ils ont 4 morts et 10 blessés. À 11h15, ce 27 mars 1945, le chef de bataillon Héritier arrête toutes ses unités. Malgré ses échecs, il garde une clarté d'esprit et un sang-froid étonnant. Le brouillard, sur le terrain, ramène au brouillard qu'il y a dans les esprits, énoncé par Clausewitz, qui est le brouillard de la guerre. Et ce qui est remarquable au niveau du Roc Noir, c'est que dans les intentions des chefs, il n'y avait pas de brouillard de la guerre. Et on sent que les opérations étaient quand même bien coordonnées, bien pensées, et puis que, encore une fois, à tous les niveaux, chacun avait sa part de responsabilité et savait exactement sa marge de manœuvre. C'est, à mon avis, un des facteurs essentiels qui a primé et qui a permis la réussite de cette opération. Le problème, c'est que l'artillerie française doit prochainement quitter le secteur pour aller appuyer l'offensive prévue en Maurienne. Si le commandant Héritier veut encore profiter de ses canons, il doit prendre le Roc Noir le 31 mars. Héritier décide alors d'effectuer un mouvement tournant par la Combe des Moulins, en direction de l'arête descendant du Mont Valaisan. Le capitaine Gégou prend le commandement d'un groupement composé des SES de la 5e demi-brigade et du 13e BCA, des sections Chevassus de la 3e compagnie et Gouguiez de la 4e compagnie. L'attaque frontale sur le Roc Noir est confiée à la première compagnie du capitaine Calderini, renforcée de la section de l'adjudant Chêne de la 2e compagnie. Le 30 mars au soir, le groupement Gégou quitte le plan Pigeux dans un épais brouillard. À 4 heures, il se résout à rebrousser chemin. À l'aube du 31 mars, les chasseurs du 13e BCA se préparent à lancer une nouvelle attaque. Les Allemands sont fortement retranchés dans des abris et des tranchées à une centaine de mètres. Mais à 8 heures, le brouillard se lève, dégageant les positions ennemies. 5 batteries ouvrent le feu pendant 1 heure. Les pertes allemandes sont lourdes. 50% des hommes de la section tenant le sommet sont hors de combat. À 9 heures, les chasseurs bondissent des tranchées. La section Chêne s'élance par le versant de la Combe des Moulins, sous le feu ennemi. Une première tranchée est prise. À la grenade, à coups de fusil, au corps à corps, les chasseurs parviennent au cœur du dispositif ennemi. Les grenades à manche volent de partout. Les pistolets mitrailleurs lâchent de courtes mais précises rafales. L'adjudant Chêne galvanise ses hommes quand il est tué. Son adjoint, le sergent Romain Grandjean, est gravement blessé. Autour de lui, les hommes tombés ne se comptent plus. Privés de leur chef, les chasseurs de la 2e compagnie refluent sur les positions de départ. Les fusils mitrailleurs de la 1re compagnie appuient le décrochage de leurs camarades. Mais le lieutenant Rullier est mortellement blessé par un éclat d'obus. C'est alors le caporal Viffré qui prend le commandement de la base d'appui. Il va même réparer une MG42 pour la tourner contre l'ennemi. Il permet l'évacuation des blessés. Avant d'être blessé lui-même, des dizaines de chasseurs gisent sur le glacier entre les positions. Les hommes appellent à l'aide. Alors que l'abbé Camille Follier, aumônier de la 5e demi-brigade, décide de se porter à leur secours, il est gravement blessé. Le lieutenant Frison Roche, célèbre explorateur, alpiniste et écrivain, reçoit l'ordre de s'occuper personnellement de son évacuation. L'abbé Follier décédera d'une septicémie généralisée à l'hôpital d'Aix-les-Bains.
Le décès de l'abbé Follier est un drame pour tous les chasseurs tant l'homme était aimé. Résistant de la première heure, passeur de réfugiés juifs à travers les Alpes, il s'était engagé après s'être évadé des prisons allemandes. Ce nouvel échec coûte très cher. Les officiers éprouvent alors le pire des cas de conscience. Soit ils suspendent l'attaque et les chasseurs du 13e BCA sont tombés pour rien, soit ils lancent une 9e tentative. Pour le commandant héritier, le dilemme est à son comble. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là? J'y ai pensé et je me suis notamment demandé, à sa place, est-ce que j'aurais trouvé raisonnable, encore une fois, de faire ces 9 assauts consécutifs? Mais si on regarde bien les avancées, les gains de terrain, les destructions ennemies engendrées, les assauts ne se faisaient pas à somme nulle. Chaque fois, il y avait un petit gain tactique. Et je pense que sa grande intelligence, c'est d'avoir su percevoir ça. Mais encore une fois, on est dans la notion de prise de risque. Et le militaire est dans l'appréhension du risque. Quelle est sa source, quelle est sa probabilité d'occurrence, mais ça, c'est très rationnel. Alors que le risque, on va se jeter dedans. Et on ne peut pas avoir, en guise de libre arbitre, un tableur Excel ou une intelligence artificielle, c'est pas possible. Et ça, c'est vrai, sa vraie forme de courage. Parce que je pense qu'au fond de lui-même, comme tout chef, il a vraiment dû être très sincèrement touché des pertes qu'il avait, de tout grade confondu, et notamment le nombre de chefs de section qu'il a perdus. Alors, on pourrait, si on ne connaît pas forcément les ressorts et les tenants, les aboutissants, l'environnement, le contexte météo, considérer que c'est de l'acharnement. On pourrait considérer que c'est un peu une attaque frontale, mais pas du tout. À 17h15, ce 31 mars 1945, l'artillerie et les mortiers ouvrent le feu de nouveau sur les positions allemandes. Un 9e assaut débute. Dès que la préparation d'artillerie s'arrête, la section Weber bondit hors de la tranchée, suivie de la section Ponto. Rapidement, les deux adversaires sont au contact. Les grenades volent de part et d'autre. Partout, le combat fait rage, parfois au corps à corps, à coups de crosse, de pelle, voire à main nue. Le sergent-chef Grosjean est tué. Les FM de la section Chalamel appuient au mieux les assaillants. À 18h, l'ennemi a épuisé toutes ses munitions. Mais pendant encore 45 minutes, les Gebirgsjäger luttent avec acharnement. Le soir commence à tomber quand les derniers défenseurs se rendent. Côté français, le bilan est lourd. 19 tués et 31 blessés. Les chasseurs retournent les positions conquises pour faire face à une éventuelle contre-attaque qui ne viendra jamais. C'est un exploit, c'est le fruit d'un vrai raisonnement tactique, c'est le fruit d'une vraie solidarité, d'une coopération, coordination interarmes entre plusieurs bataillons. Et c'est un fait majeur en ce sens que la réussite, elle est vraiment consacrée des têtes pensantes dans les postes de commandement jusqu'au plus bas échelon qui avaient de l'initiative. C'est fondamental pour nous les militaires. Le moindre gradé essayait d'être un as quand il se battait dans les tranchées pour s'emparer du point côté 2342. Le nombre de sections qui ont perdu leur chef de section, alors les combats ont quand même continué. Des sous-officiers, des militaires du rang ont pris des responsabilités de commandement. Et ça, c'est peut-être un des messages les plus importants pour moi en tant que chef, c'est-à-dire que comprendre l'intention, comprendre le but à atteindre, c'est vraiment fondamental chez nous pour vraiment être tendu vers l'objectif et puis aller au corps à corps si nécessaire. La prise du Roc Noir constitue une réussite pour la 5e demi-brigade et pour le 13e bataillon de chasseurs alpins. Désormais, le 7e BCA, qui se situe à gauche du dispositif, doit tenter de s'emparer de la pointe de Belfast, culminant à 2857 mètres. Le 7 avril, une reconnaissance aérienne établit que les Germano-Italiens sont installés plus bas que le sommet, au-dessus de la face sud-est. Pour éviter une attaque frontale trop coûteuse et vouée certainement à l'échec, l'état-major décide de tenter une opération par la face nord. Le roc de Belfast est sur l'arête qui va du sommet des Rousses à la pointe du Clapet et qui borde à l'ouest le torrent du Reclus et la vallée du Saint-Bernard. Le sommet culmine à 2850 mètres, mais il est dominé à l'ouest par la pointe du lac Sans Fond.
Un groupe d'alpinistes, partant du col de Forcle, escaladera la paroi sud-ouest et occupera avant l'aube le sommet. Au lever du jour, une SES attaquera la paroi est, protégée par les feux d'une autre section qui s'installera sur un mamelon à la base du roc. En fin de journée, le 10 avril 1945, le roc de Belfast est pris. Les chasseurs retournent alors les positions face à l'Italie. Ils attendent la relève, qui arrive tard dans la nuit. La 5e des BCA occupe désormais les deux versants du vallon du Reclus, en tenant le roc Noir, la pointe du Clapet, le col de Forcle et le roc de Belfast. Les Germano-Italiens sont toujours en position à la Redoute ruinée, au Mont-Valaisan, au col du Petit Saint-Bernard, à l'Hospice, à la Commune et à la pointe de l'Anse-Branlette. À la fin du mois d'avril, la 5e Gebirgsdivision doit quitter les Alpes pour aller renforcer le front italien. Le problème pour les Allemands, c'est qu'ils ne peuvent pas quitter leur position sous le regard des Français. Le 21 avril, vers 2h30, l'artillerie allemande ouvre le feu sur Belfast, forçant les chasseurs à se protéger dans les tranchées et divers abris. Leur ligne téléphonique est coupée. Pendant ce temps, 6 Gebirgsjäger escaladent la face nord-ouest, qui comporte par endroits des difficultés du 5e degré. Ils parviennent ainsi à occuper le sommet de la pointe du lac sans fond, d'où ils dominent les positions françaises d'une trentaine de mètres. À 5h15 du matin, ce 21 avril 1945, le feu se tait. Profitant d'une tourmente de neige, les 22 rescapés de Belfast parviennent à quitter leur position, mais ils laissent derrière eux 5 morts et 9 disparus. La même nuit, le col de Forcle a également été perdu. Après avoir atteint le sommet du lac sans fond, les Allemands ont organisé un passage dans la falaise sud avec des pitons et des mains courantes. La garnison, se croyant protégée par Belfast devant elle, n'attendait pas la section allemande. À 5 heures, les Français abandonnaient la position. L'arête ouest de la vallée est perdue. Le commandant Debuté rameute rapidement la première compagnie sur la pointe du Clapet pour empêcher l'ennemi d'exploiter son succès vers le sud-ouest. Mais ce dernier n'a aucune intention de poursuivre son attaque. Le 26 avril 1945, une ultime patrouille ennemie vient tâter les défenses du Clapet. 2 jours plus tard, ce sont les artilleurs allemands qui vident leurs soutes sur les positions françaises. L'observatoire du Nid d'Aigle est particulièrement visé. Le chasseur Viard a le bras arraché et le sergent Gau est grièvement blessé. En Maurienne, le col du Mont Cenis vient d'être évacué par les Allemands. La 7e DBCA pénètre en Italie. Partout dans la vallée d'Aoste, les Allemands se replient. Immédiatement, le commandement français constitue un détachement composé uniquement d'éléments de la demi-brigade qui se porte sur le col de Rème-Calabre qu'il franchit le 28 avril. À 20h, différentes unités occupent la Redoute ruinée et l'Hospice. La Tuile est atteinte le lendemain par la 2e compagnie du 7e BCA. Début mai, c'est toute la 5e DBCA qui pénètre en Italie et pousse sur Courmayeur et Aoste. Le drapeau français va flotter à nouveau sur la Redoute ruinée. Tout un symbole, c'est le lieutenant Desserteau qui le hisse au sommet des remparts, sous les yeux du commandant héritier, très ému de vivre ce moment fort. Ces hommes ont attendu leur revanche près de 5 ans et ont tout donné, malgré les conditions éprouvantes des combats. L'espérance, c'est vraiment quelque chose que le soldat français a chevillé au corps, je pense. Et passer un moment, encore une fois, quand l'objectif, l'enjeu est si important que ce combat, avec la portée politique qu'il y avait, encore une fois, de chasser l'ennemi hors des frontières de la France. Et je pense que ça donne un sursaut d'énergie. C'est la part animale qui va que quiconque a fait un combat a pu découvrir en soi. Et je pense qu'elle s'est complètement révélée et ça a donné une véritable énergie et un véritable élan et que les gens se sont vite rendus compte qu'ils n'étaient pas là pour se lamenter sur leur sort.
Spartan 10, je suis en mesure de pénétrer dans le fort. Je demande le vert action. Ok les gars, vert action. Côté au fond de la pièce. Allez, sont neutralisés dans le couloir, à gauche. Le jazz, on est neutralisé. Spartan 10 pour moi, 2 méchants neutralisés, 1 méchant capturé, on ressort. Le 28 avril 1945, Mussolini est capturé et exécuté. En Allemagne, Himmler offre une capitulation sans condition. Les circonstances purement politiques de l'intervention des troupes françaises en Italie sont bouleversées. Le 1er mai, alors qu'une reconnaissance française est poussée en direction de Turin, les autorités alliées donnent l'ordre de cesser toute progression. Le 4 mai, les troupes allemandes d'Italie capitulent. La seconde campagne des Alpes est terminée. 90 Français ont été tués, dont 40 sur le seul secteur du col du Petit-Saint-Bernard. À partir du 4 mai, le détachement d'armée des Alpes occupe le sol italien. Mais, cédant à la pression américaine, le général de Gaulle finit par accepter de retirer ses troupes. Il n'y aura plus de troupes françaises en Italie à partir du 10 juillet 1945. Ce même jour, le détachement d'armée des Alpes cesse d'appartenir au 6e groupe d'armée américain. Il ne dépend plus maintenant que du haut commandement français. Moins d'une semaine plus tard, il cessera officiellement d'exister. Les troupes qui le composent formeront alors le 4e corps d'armée. Cet épisode de la libération des Alpes a été largement oublié, car au même moment, les armées françaises étaient non seulement en train de porter la guerre en Allemagne, mais également en train de réduire les dernières poches de l'Atlantique. Pourtant, cette campagne meurtrière a permis de rectifier le tracé de la frontière, d'effacer l'affront de l'armistice de 1940 et de 4 années d'occupation par les troupes de Mussolini. Les combattants français dans les Alpes, et notamment ceux du 13e BCA sur le Roc Noir, n'avaient pas combattu et pour certains donné leur vie en vain. Un exemple pour leurs héritiers, les chasseurs du bataillon, toujours en garnison à Chambéry. La reconnaissance d'un bois dans le secteur d'Inaraban. Sous le feu ennemi, effectuant des tirs, a alors été grièvement blessé par balle aux jambes. S'est mis à l'abri avant de se creuser un garrot. Aidé par son binôme, s'est déplacé sur une 50aine de mètres avant d'être pris en charge par l'équipe sanitaire du sous-groupement. Mérite d'être cité en exemple. Tous les pauvres gamins de 19 ans, avec des flingues, on savait tout juste s'en servir. On était au combat. Moi, c'était Chêne. J'étais son adjoint. Et lui aussi, il a été tué. On s'était partagé le boulot. C'est le reflant, c'était tout rond. On y avait les tranchées et tout. J'étais blessé là-haut, et puis je me suis réveillé avec les mains. Le lendemain, j'ai pris un obus qui avait été éclaté, quoi. C'est la fois qu'on m'a tranché, ça me reste.
Parce qu'après, quand on a connu les ex-adversaires, on n'employait même plus le terme ennemi, par respect, avec les anciens combattants. Les Gebirgsjäger, ils nous recevaient là-bas comme des vieux copains de guerre, parce qu'on avait tout fait en sens inverse. Mais on savait ce que c'était que d'avoir peur, d'avoir le désespoir de voir les copains descendus, et tout ça. Bon, les autres en face, c'était comme eux. On se retrouvait là en disant, tu vois, là, quelle chance on s'est loupé. C'était des souvenirs de guerre.